nous, les réseaux sociaux offrent, ça c'est un constat, pas que pour Vox Public, mais en général, je pense qu'on peut partager ce constat, que les réseaux sociaux offrent en effet une opportunité puissante dans la diffusion de nos contenus, de nos actions, donc la diffusion de tout ce que nous prônons, nos valeurs et aussi les actions et activités de nos organisations. Mais cependant, ces outils ont un impact important sur la société et puisqu'ils nous sont indispensables, la compréhension des enjeux liés à leur usage est importante pour une mobilisation effective. On est très nombreuses et nombreux à avoir une intuition des enjeux sans pour autant avoir les ressources nécessaires pour établir un état des lieux clair de la responsabilité des réseaux sociaux dans le combat que nous menons. Il est clair que pour nous toutes et tous, il y a des discriminations, du harcèlement et de la haine en ligne sur ces plateformes. Donc aujourd'hui, on s'intéresse plus spécifiquement aux aspects juridiques, à ce qui dit la loi sur ces discours et aussi du rôle, dans quel cadre juridique qui encadre la discrimination, la haine et le harcèlement en ligne. Ces discours sur les réseaux sociaux, bien sûr, sont-ils condamnés à même titre que les discours dans la vie hors ligne? Et enfin, dans le cadre législatif et ces avancées les plus récentes, les réseaux sociaux ont-ils des obligations pour prévenir ou empêcher ces types de comportements sur les plateformes et pour améliorer leurs propres pratiques discriminatoires? C'est un plaisir d'accueillir Suzanne Vergnol pour ce deuxième temps des webinaires. Je la présente rapidement et ensuite je lui passe la parole. Donc, Dr Suzanne Vergnol est maîtresse de conférences en droit du numérique au CNAM, au Conservatoire national des arts et métiers, où elle travaille à l'intersection du droit, des technologies et des politiques publiques. Dans le cadre de ses activités de recherche, elle a rédigé une thèse en protection de données et de nombreux articles sur la régulation du numérique. Elle est auteure d'un récent rapport sur la mise en œuvre du règlement sur les services numériques. Depuis 2015, elle s'est également impliquée dans diverses associations de défense des libertés, notamment de protection des données et de la défense de la liberté d'information. Donc, merci beaucoup d'être là avec nous, Suzanne. Et comme disait ma collègue Sophie, Suzanne va faire une présentation de 20 minutes avec 10 minutes de questions et réponses, et après, elle répond une deuxième partie. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, bienvenue dans ce deuxième webinaire. Aujourd'hui, on va particulièrement parler de droit, de régulation, d'obligations juridiques, et particulièrement en ce qui concerne les réseaux sociaux et les plateformes en ligne. Alors, comment va se dérouler la présentation? Donc, je vais commencer par une introduction générale sur l'appréhension du numérique par le droit, avec quelques rappels historiques, quelques points un petit peu clés. Dans un deuxième temps, je ferai une présentation de quelques obligations juridiques qui sont applicables aux plateformes. Suite à cette présentation, voilà, une séance de questions-réponses sera ouverte. N'hésitez pas à déjà, au cours de la présentation, les ajouter dans la partie Q&A. Et enfin, troisième partie, la présentation des droits qui sont reconnus aux utilisateurs et utilisatrices de réseaux sociaux. Donc, quels sont les droits dont ils bénéficient? Alors, pour commencer, donc une petite introduction. J'apprécie toujours, quand on parle de numérique, faire un petit pas en arrière et regarder ce qui existait avant que Internet vienne modifier nos vies, avant que le numérique soit partout. Et donc, je voudrais commencer par des petites perspectives historiques. La première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que pendant très longtemps, en ce qui concernait les contenus, l'expression, les principes étaient l'interdiction. Le principe était la censure. Pour pouvoir publier, il fallait obtenir une autorisation, un décret du roi, une autorité spéciale qui relisait le contenu et qui le validait, et donc qui ensuite permettait la publication du contenu. Donc il y avait vraiment cette idée de censure par défaut, et si ça convenait au souverain, si ce n'était pas trop agressif, il y avait la possibilité de publier. Et en fait, avec l'avènement du siècle des Lumières, avec toutes les révolutions qui ont existé
à la fin du XVIIIe siècle, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu beaucoup de libertés individuelles qui ont été reconnues, et notamment le premier amendement aux États-Unis, la liberté d'expression, toutes ces choses ont commencé à avoir de l'impact et à avoir une existence juridique. Et donc, on a eu une reconnaissance progressive, si j'ai envie de dire, de la liberté de la presse et de la liberté d'expression, avec en France l'adoption d'une loi emblématique et absolument historique, qui est la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Et dans cette loi, on y consacre évidemment le principe de liberté d'expression, de liberté de la presse, mais en parallèle, et au cours des lois qui vont exister aux alentours de celle de 1881, on va placer aussi les limites, l'encadrement de ce qui peut être dit ou non. Alors, qu'est-ce qui va être comme une limite? Ça va être par exemple l'injure ou la diffamation ou l'atteinte à la vie privée, l'atteinte à la réputation. Vous voyez, c'était vraiment l'idée que par défaut, tout pouvait être dit, sauf quelques éléments qui devaient être prévus par la loi. Un des aspects qui est très très important historiquement, c'est que les auteurs des contenus étaient des professionnels de l'écriture, des professionnels de l'information. Pour pouvoir être publié à cette époque, il fallait être journaliste, il fallait être écrivain. C'était pas n'importe quelle personne. Donc en fait, on avait des professionnels qui publiaient, et ces professionnels, c'était donc leur métier d'écrire. Et donc, par nature, ils connaissaient les limites de la liberté d'expression. Ils connaissaient les limites à leur liberté. Et donc, les rares fois où il pouvait y avoir du contentieux, où une personne disait tel article de journal porte atteinte à ma réputation, il y avait une mise en balance qui était effectuée entre, d'une part, la liberté d'expression du journaliste et, d'autre part, la capacité des individus à permettre à garantir leur réputation. Et cette mise en balance, elle était effectuée par des juridictions, donc dans le cadre de juridictions avec des magistrats professionnels. Évidemment, on a eu une évolution des contenus parce que, en fait, la société change et que les standards de ce qui était acceptable un temps deviennent inacceptables un autre temps. On a eu le droit qui a accueilli évidemment, de nouvelles protections pour les personnes. Je vais juste donner quelques exemples. Par exemple, la loi du 1er juillet 1972, qui vise à lutter contre le racisme, a inclus de nombreuses protections pour justement lutter contre ces formes de racisme. Autre exemple, la loi de 2004, qui ajoute des délits à l'encontre des auteurs de propos discriminatoires à caractère sexiste ou homophobe. Avant ça, en fait, le droit ne reconnaissait pas nécessairement comme problématique ce type de contenu. Et pareil, la loi du 6 août 2012 qui ajoute des délits pour lutter contre le harcèlement. Donc, vous voyez, progressivement, le droit va en fait poser des limites, poser une forme de circonscription à la liberté d'expression. Dire que tout ce qui peut être dit n'a pas à être dit. Et la plupart de ces dispositions, donc la plupart de ces règles juridiques, on les retrouve dans le code pénal, parfois aussi dans le code du travail. Et donc, on a principalement des infractions qui ont été constituées, qui ont été reconnues au fur et à mesure du temps. Et ensuite, on a, en parallèle de ces développements juridiques qui reconnaissent de plus en plus de limites à la liberté d'expression, on a eu l'arrivée d'Internet. Alors, l'arrivée d'Internet, on a eu un véritable changement de paradigme avec une augmentation considérable du nombre de publications. Si antérieurement, la publication coûtait de l'argent parce que le papier était assez cher, avec Internet, en fait, les frais de stockage sont très réduits et donc on va pouvoir publier beaucoup de contenu et on va avoir une explosion du nombre de publications avec des blogs qui se développent, des forums, des chats qui permettent à toute personne de pouvoir s'exprimer. On a aussi une augmentation et une diversification un peu naturellement des auteurs des publications. Puisque n'importe quelle personne peut s'exprimer,
on a plus de publications, et puisqu'on a plus de et puisqu'on a un réseau qui est décentralisé et qui permet à n'importe quelle personne de s'exprimer, toute personne peut effectivement devenir auteur de publication. Et donc, les non-professionnels peuvent publier des contenus en ligne sur Internet. Et la grosse différence, c'est que si, quand on regarde historiquement l'idée de prendre un journal, le lecteur, il était finalement assez passif, en réalité, désormais, l'utilisateur, le lecteur, devient actif, puisqu'il a lui-même la possibilité de générer des contenus. Et évidemment, on a un véritable changement d'échelle territoriale qui arrive avec Internet, parce que ce qui relevait du local relève désormais du national, voire du mondial, parce que les contenus sont librement accessibles depuis n'importe quel point dans le monde. Alors, je vais commencer avec un petit sondage. Vu que vous avez vu un petit peu les grands principes que je viens de vous énoncer sur le harcèlement, sur le fait qu'on avait le principe de liberté, est-ce que vous pensez que ces dispositions générales sont transposables au contenu en ligne? Alors, je vais vous laisser peut-être quelques secondes pour lire. Il nous reste encore 8 participants qui peuvent répondre, si vous voulez. Je pense qu'on va clore le sondage. Est-ce qu'on a les résultats? Ah, voilà, parfait, merci. Donc, principalement, la réponse qui a été choisie est la deuxième réponse. Donc, ces dispositions générales peuvent s'appliquer à des contenus en ligne, mais des difficultés existent dans leur mise en œuvre. Et je pense qu'effectivement, c'est la réponse la plus proche de la vérité, parce que même si la première réponse est également exacte, parce que, en fait, quand on regarde le champ d'application de ces dispositions, on ne différencie pas les contenus en ligne et les contenus hors ligne. Toutefois, en pratique, il y a effectivement de vraies difficultés qui peuvent exister en pratique. Alors, quelles sont les limites qui existent à l'application du droit commun, à l'application de ces dispositions générales? On a effectivement, comme je le disais tout à l'heure, un véritable changement de paradigme. La limite inhérente, c'est qu'on a tellement plus de contenu qu'il devient difficile de s'assurer que tous les contenus soient licites. C'est à peu près naturel, on a une explosion telle que c'est très difficile de s'assurer que tous les contenus respectent le droit. On a aussi des difficultés en lien avec la territorialité, non seulement parce que l'information peut se propager et se dupliquer, donc elle n'est plus à un point d'entrée, comme c'était le cas dans un journal, si on avait un contenu qui était à caractère raciste dans un journal, on pouvait derrière, le lendemain, faire et mettre un écriteau dans ce journal pour dire, voilà, il y a eu ce contenu qui était problématique. Avec le problème de territorialité qu'on observe, on a la possibilité de dupliquer cette information et en fait, il n'y a pas vraiment de solution. Autre difficulté, c'est que n'importe quelle personne partout dans le monde peut commettre une infraction et derrière, ça crée des difficultés en lien avec la poursuite de ces infractions, avec une certaine lourdeur du droit pénal qui n'est pas parfaitement adapté à un environnement qui est très réactif, qui est très rapide, et aussi le choix des enquêtes. En droit pénal, on a le principe d'opportunité des poursuites qui est confié au ministère public et lui décide souverainement s'il veut ou pas poursuivre. Et donc, il va évidemment poursuivre les cas, les infractions les plus problématiques. Ensuite, on a effectivement la difficulté d'identification des suspects parce qu'on peut se cacher derrière des profils sans nom et il va falloir
mener une enquête qui est potentiellement plus complexe. Et enfin, en réalité, on a un dernier sentiment qui est que la victime, elle a un peu un sentiment d'impuissance face à cette explosion des contenus et qu'on a une vraie disproportion entre les contraintes de l'application du droit par rapport à l'atteinte qui va pouvoir être subie. Donc, on va dire, ah bon, bah, en fait, j'ai effectivement été victime d'un mot raciste, mais en fait, je ne vais pas aller porter plainte, essayer de me constituer partie civile pour essayer d'obtenir réparation parce que c'est beaucoup trop compliqué par rapport à la phrase qui a été dite. Ensuite, deuxième question, est-ce qu'il existe une différence entre les contenus hors ligne et les contenus en ligne? Est-ce qu'il y a une différence structurelle? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, et un petit peu pour des raisons que je viens d'évoquer, c'est qu'il y a un impact matériel qui est beaucoup plus restreint en matière de contenu hors ligne. L'impact territorial, il est aussi souvent beaucoup plus localisé. Et enfin, le dernier point, c'est que quand même, les contenus hors ligne sont principalement préparés par des professionnels de l'information. Alors, quand on voit certains professionnels de l'information, certaines émissions, on peut se poser la question si c'est vraiment des professionnels de l'information, vu les problèmes qui sont liés à la façon dont ils gèrent. Mais voilà, quand même, on a un petit peu cette tendance. Et de l'autre côté, on a des contenus en ligne qui ont un impact matériel potentiellement très large, territorial potentiellement mondial, avec quelque chose qui est très propre au numérique, qui est la viralité du contenu, la possibilité de complètement se propager, le volume qui est complètement disproportionné par rapport au contenu hors ligne, et enfin la diversification des auteurs. Et donc en fait, tous ces facteurs font que même si juridiquement on a une approche qui est neutre sur les règles et les principes fondamentaux, on se rend bien compte que quand même, il y a des difficultés et il y a des petits ajustements qui pourraient mériter d'exister. Existe-t-il une différence entre les médias et les plateformes? Là encore, c'est un peu les mêmes idées. Les médias, c'est des professionnels de l'information. À l'inverse, les plateformes, en fait, ils ont un rôle beaucoup plus neutre, beaucoup plus distancié du contenu, et ils sont en fait juste un support pour l'expression. Ils ont juste un rôle d'hébergement de l'expression, et ils n'ont pas de vocation à faire du contrôle a priori du contenu, vérifier qu'il est légal ou pas, parce qu'en fait, il y a tellement de contenu qui existe. Et donc, dès lors, en découlent des systèmes de responsabilité qui sont différents, avec un principe de responsabilité des éditeurs de presse, avec donc une désignation obligatoire du directeur de la publication, et parce que ce directeur de la publication a un rôle dans le choix de la ligne éditoriale de son média, il va être responsable des contenus qui sont publiés au même titre que le journaliste. De l'autre côté, ça c'est le régime assez ancien, assez courant, et de l'autre côté, on va avoir un principe de non-responsabilité des services intermédiaires. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est que à une époque, donc au tout début des développements des services intermédiaires, donc en gros les services intermédiaires, c'est des hébergeurs, des fournisseurs d'accès à Internet ou des fournisseurs de services de mise en cache. On va dire, vous êtes neutre, vous apparaissez, vous n'avez pas de ligne éditoriale, vous proposez juste un support et les gens peuvent venir. Et donc dans un premier temps, historiquement, à la fin des années 90, on avait des décisions de justice qui disaient « oui, vous êtes neutre, mais vous pouvez quand même être responsable ». Donc, ils étaient considérés au même titre que les éditeurs comme un directeur de publication, ils avaient la même responsabilité. Et on s'est rendu compte qu'il y avait donc des condamnations sur le fondement de la loi de 1881, mais ces condamnations, elles ont été jugées trop sévères et disproportionnées par rapport au rôle concret qu'avait l'hébergeur. Et donc, on a eu un besoin d'évolution juridique pour reconnaître un statut spécifique à ces hébergeurs de contenu. Et au tout début des années 2000, la directive e-commerce a été adoptée au niveau européen et elle a posé un principe de non-responsabilité des hébergeurs de contenu tant que certaines conditions sont réunies. Première condition, l'hébergeur n'a pas connaissance du contenu illicite. Et la condition qui s'ensuit, c'est à partir du moment où l'hébergeur acquiert cette connaissance, il doit agir promptement, rapidement,
pour le retirer ou en rendre l'accès impossible. Et ça, c'est un principe fondamental qu'on retrouve en Europe, mais aussi aux États-Unis, qui a complètement irrigué le développement des acteurs de l'Internet et qui a permis, en fait, à des plus petites plateformes d'exister, parce que s'ils devaient être condamnés pour chaque propos illicite tenu sur leur plateforme, ça aurait été trop démesuré. Pour autant, en fait, depuis les années 2000, on a eu quand même une évolution vers un modèle propice à la propagation de contenu qui a été jugé problématique. Alors, par exemple, la désinformation sur TikTok génère 29 fois plus d'engagement que les autres contenus. On a sur Instagram 68% des contenus qui diffusent des stéréotypes de genre. 99% des contenus haineux qui sont diffusés sur les comptes Twitter Blue ne sont pas modérés. C'est quand même pratiquement tous les contenus qui sont diffusés. Et enfin, on a dans le monde, donc même incluant des femmes qui n'ont pas beaucoup accès à Internet, 38% des femmes ont subi des violences en ligne et 85 en ont été des témoins. Et en fait, pourquoi j'ai mis ces chiffres? C'est que ça montre que l'idée d'un Internet ouvert, participatif, dans lequel les gens pouvaient s'entraîner sur des blogs qui, en fait, innervaient la fin des années 90 et les années 2000, a vraiment évolué vers un modèle qui est complètement différent et qui a été un petit peu démontré lors du premier webinaire. Alors, face à ces difficultés, quelles sont les obligations juridiques qui ont émergé pour les plateformes? On a eu une évolution assez récente du cadre juridique avec une véritable stratégie européenne de mieux encadrer, de mieux réguler l'activité des acteurs du numérique. Vous avez sans doute entendu parler du RGPD, du DSA, du DMA, du AI Act, du DA, du DGA, tous ces magnifiques acronymes où on ne sait plus du tout s'y retrouver. Ils prouvent en réalité une seule chose, c'est que le législateur européen est vraiment dans une phase de réglementation et d'encadrement de l'activité des acteurs du numérique. Parmi ces nombreux textes, on va s'arrêter sur un en particulier qui est le DSA, qui est le Digital Services Act, qui est le règlement sur les services numériques et qui, lui, a un impact direct sur la régulation des contenus en ligne et des plateformes. Il a été adopté en 2022 et il est finalement entré pleinement en application depuis février dernier. Le webinaire d'aujourd'hui, malheureusement, comme c'est un texte qui fait 100 pages, on ne va pas pouvoir voir toutes les obligations qui sont à l'intérieur. On va se concentrer sur quelques-unes des obligations avec un prisme particulier de comment est-ce que les associations et comment est-ce que le collectif a un rôle ou peut avoir un rôle dans la mise en œuvre de ces obligations. Alors, quelques points essentiels du DSA. J'ai préparé ce schéma pour vous montrer en fait un point important et assez novateur du DSA, c'est que tous les acteurs ne sont pas régulés exactement de la même façon. Donc, on part du plus haut, le plus général, donc c'est tous les fournisseurs de services intermédiaires. Donc là, on a toutes les plateformes, tous les fournisseurs d'accès à Internet, donc par exemple SFR, Bouygues Télécom, etc. Tous les services de mise en cache, ceux qui permettent d'accéder à du contenu de manière plus rapide, comme Akamai par exemple, eux, ils vont avoir certaines règles générales qui vont s'appliquer. Et ensuite, plus votre service, on va dire, présente un risque pour la société, et plus il va être soumis à d'importantes obligations. Et donc, ensuite, on va avoir des obligations qui sont spécifiquement dirigées vers les services d'hébergement au sens large. Ensuite, on va avoir des obligations spécifiquement dirigées vers les plateformes. Et ensuite, des obligations spécifiquement dirigées vers les plateformes qui permettent la conclusion de contrats à distance. Donc là, c'est les marketplaces, les places de marché. Et enfin, on a les très grandes plateformes, les petits roses, la Vilops et Vilos. Ça, c'est les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche. Et quand on est le point rose, on doit appliquer non seulement les règles rose, verte, saumon, violette et marron. Si on est marron, on doit juste appliquer les règles marron. Et donc vraiment, il y a une espèce d'idée que plus on présente un risque pour la société, plus on va avoir d'obligations.
Petit point sémantique également, c'est que le DSA ne régule pas les services intermédiaires dont les plateformes, excusez-moi, le DSA ne régule pas les réseaux sociaux. On a deux expressions, deux locutions dans les 100 pages. Il n'y a que deux références aux réseaux sociaux. En fait, les réseaux sociaux, ils sont inclus dans le terme de plateforme en ligne. Donc, quand on va parler de réseau social, on va parler en fait juridiquement de plateforme. Alors, les VLOPS et les VLOS, c'est Very Large Online Platforms et Very Large Online Search Engines. C'est des services, des très grands services, plateformes en ligne et moteurs de recherche, qui ont sur le territoire européen plus de 45 millions de destinataires actifs mensuels moyens. Donc, c'est à peu près 10% de la population européenne qui va régulièrement sur ces services. Parmi les services qui ont été désignés comme très grandes plateformes ou très grands moteurs de recherche, grands moteurs de recherche, on a évidemment Google et Bing. Très grandes plateformes, on a les réseaux sociaux, TikTok, Facebook. On a aussi évidemment Twitter, enfin X qui a été désigné. Et plus récemment, on a des plateformes pornographiques qui ont été également désignées parce qu'ils ont plus de 45 millions de destinataires. Et un point aussi très important à garder en tête, c'est que si le DSA pose des obligations en matière pour les plateformes, il n'a pas vocation de dire qu'est-ce qui relève du licite ou de l'illicite. Ça reste pleinement la compétence des États membres. Donc, toutes nos règles juridiques qu'on a évoquées en introduction, la loi visant à lutter contre le racisme, l'homophobie, les propos sexistes, etc., seront considérées comme des contenus, auront donc vocation à s'appliquer parce que c'est considéré comme des contenus illicites. Et alors, qu'est-ce que le DSA prévoit? Le DSA reprend le principe de non-responsabilité auquel il ajoute des obligations de diligence. Alors, on a un maintien du principe de non-responsabilité, même chose que ce qui existait dans la directive. Les hébergeurs ne sont pas responsables des contenus qu'ils hébergent tant qu'ils n'en ont pas connaissance du caractère illicite du contenu et que quand ils acquièrent cette connaissance, ils agissent promptement, rapidement pour les retirer. Autre point qui est repris de la directive, c'est qu'on a une absence d'obligation générale de surveillance du service. Donc, il n'est pas demandé aux hébergeurs de surveiller chaque contenu qui est ajouté sur la plateforme, parce que sinon, en fait, sinon déjà, ça déclencherait la connaissance et en plus, ça demanderait beaucoup de travail. Pour autant, et là, ça c'est nouveau, le DSA encourage les enquêtes d'initiative volontaire. Et qu'est-ce que c'est une enquête d'initiative volontaire? C'est l'idée de dire, plateforme, si vous avez envie de savoir qu'est-ce qui est, si vous avez envie de surveiller les contenus sur votre plateforme, vous pouvez le faire, souvent avec des algorithmes d'intelligence artificielle. Voilà, vous avez cette possibilité d'essayer de détecter les contenus et il y a vraiment cet encouragement à effectuer ces enquêtes volontaires. Et de l'autre côté, on ajoute, comme je le disais, donc on conserve le principe de non-responsabilité et on ajoute de nouvelles obligations de diligence. Et alors là, elles sont très nombreuses. Comme je vous ai dit, elles s'appliquent de manière différente en fonction du fournisseur de services. Plus vous présentez un risque important et plus vous allez avoir de mesures qui s'appliquent. On a par exemple l'obligation de nommer un représentant légal, le fait de faire de produire des rapports de transparence régulièrement. On a le fait de faire de la transparence des systèmes de recommandation, de la protection des mineurs, la traçabilité des professionnels, l'évaluation et l'atténuation des risques, des audits, des accès aux données. Vous voyez, il y a énormément de nouvelles obligations de diligence qui vont s'appliquer aux plateformes. Et on va s'attarder sur deux d'entre elles. La première est en lien avec la modération des contenus. Alors, le premier point, comme je le disais, c'est que les plateformes elles-mêmes peuvent décider de mettre en place une analyse un petit peu automatisée des contenus qui sont diffusés sur leur plateforme. Mais là où le DSA apporte une obligation légale, c'est qu'elles doivent aussi permettre à toute personne de signaler
des contenus qui seraient illicites. Donc, n'importe quelle personne peut, peut agir, peut, euh, peut montrer qu'un contenu spécifique doit être considéré comme illicite. Donc ça, c'est un système de notification qui doit être mis en place. Et quand je dis n'importe quelle personne, c'est très important parce que le DSA n'impose pas d'être un utilisateur de la plateforme pour faire ce signalement. Et si on va, par exemple, sur la plateforme Facebook et qu'on n'a pas de compte Facebook actuellement, on ne peut pas faire ce signalement. Donc Facebook est dans l'illégalité en matière de mise en place de cette obligation. Et il y a un deuxième point assez important, c'est que en plus de toute personne, on va avoir des acteurs un petit peu particuliers qui s'appellent les signaleurs de confiance. Et le signaleur de confiance, qu'est-ce que c'est? C'est une entité indépendante de la plateforme qui dispose d'une expertise spécifique et qui a obtenu le statut de signaleur de confiance. Et alors, pourquoi c'est important, ces signaleurs de confiance? C'est que ces signaleurs de confiance vont pouvoir soumettre des notifications, mais à la différence des personnes un petit peu lambda qui vont faire des signalements, là, cette fois, les plateformes, elles doivent traiter les notifications de manière prioritaire. Donc, elles doivent rapidement s'intéresser à ces signalements. Pourquoi? C'est assez logique. Pourquoi? Parce que ces signaleurs de confiance ont de l'expertise, donc on va présumer que leur signalement, il est valable, nécessairement. Autre point très important, c'est les obligations en lien avec la transparence. Alors, il y a dans le DSA énormément de mesures de transparence. On en a à peu près recensé 80. Donc, c'est beaucoup de mesures de transparence. Et elles s'appliquent en fait à tous les acteurs. Elles s'appliquent aux services intermédiaires, aux institutions, aux signaleurs de confiance, aux auditeurs. Et il y a vraiment cette idée de on va donner de l'information au grand public pour qu'ils comprennent qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on régule, comment est-ce que le service modère, comment est-ce que l'audit est effectué, etc. Alors, ces rapports de transparence, ils sont prévus aux articles 15, 24 et 42 du DSA. Ils s'appliquent en fait à tous les services intermédiaires, ça c'est l'article 15. Tous les services intermédiaires doivent avoir un rapport de transparence. Et dans ce rapport de transparence, la granularité des informations, donc les éléments qui doivent être inclus dans ce rapport de transparence, dépendent un petit peu du statut du service. Si vous êtes une plateforme ou une très grande plateforme, vous allez devoir mettre plus d'informations que si vous êtes juste juste par exemple un fournisseur d'accès à Internet. Et dans ces rapports, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver des données sur la collaboration avec les autorités, les nombres de signalements, etc. Et notamment aussi des choses en lien avec les ressources humaines et la qualification linguistique des personnes qui font la modération des contenus. Il doit y avoir une publication annuelle par défaut et biannuelle pour les plateformes et les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche. Alors, quelles sont les opportunités et les limites qu'on trouve dans ces rapports de transparence? Les opportunités, elles sont multiples. En fait, ces rapports de transparence, ça donne vraiment des informations assez fines, en principe, ou en tout cas ce qu'on peut espérer, sur comment est-ce qu'un service modère sa plateforme. Elle permet aussi de comparer les services. Enfin, dans l'idée, on voudrait pouvoir comparer, dire comment ça se fait que sur Facebook, je dis n'importe quoi, il y a 20 fois plus de contenu haineux que sur Twitter, ou plutôt l'inverse. Et donc, permettre cette comparaison entre les services et aussi permettre de mieux comprendre, de demander plus de transparence, de mieux comprendre. Mais quelles sont les limites? En réalité, les premiers rapports de transparence ont été publiés et qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il y a une absence de standardisation qui rend ces comparaisons, qui seraient fort utiles, assez difficiles. Autre difficulté, on a des difficultés en lien avec la qualité et la granularité des données en fonction des services qui ont publié les rapports. Tous ne veulent pas faire autant la transparence les uns que les autres. Enfin, et j'avais dit qu'on ferait 2 obligations, mais en fait, il y en avait 3, on va parler de la détection des risques et de l'atténuation des risques, donc les obligations en lien avec les risques.
Ici, il s'agit des obligations qui sont applicables que pour les très grands services, donc les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche. Ils ont l'obligation d'évaluer tous les ans, ou à chaque nouvelle fonctionnalité qu'ils lanceraient, les risques systémiques qui sont présents sur leur service. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un risque systémique? On a 4 catégories qui ont été définies par le DSA. On a les contenus illicites, les contenus qui ont un effet négatif sur l'exercice des droits fondamentaux. Et donc là, on pourrait très facilement inclure le droit à la non-discrimination. Les contenus qui ont un effet négatif sur le discours civique, les processus électoraux et la sécurité publique. Et les contenus qui ont des effets négatifs liés aux violences sexistes, à la santé publique, aux mineurs et les conséquences négatives graves sur le bien-être physique et mental des personnes. Et donc là, on retrouve par exemple tous les discours de haine, les harcèlements systémiques, les violences sexistes pourraient être considérées comme des risques systémiques dès lors qu'elles reviennent régulièrement. Et dès lors, on va demander aux plateformes d'analyser leurs pratiques. Donc, ils doivent regarder plus précisément certains facteurs clés, par exemple leur système de recommandation, leur système algorithmique, les systèmes de modération des contenus. Et donc, ils doivent vraiment, comme Swazik Pénicaud l'a mis dans une de ses slides la semaine dernière, regarder sous le capot. Qu'est-ce qu'il y a concrètement et est-ce qu'on retrouve des mécanismes qui renforcent la discrimination ou la haine. Et une fois qu'on a identifié ces risques systémiques, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les atténuer. Et ça, c'est l'article 35 du DSA, pareil, applicable seulement aux plus grands services. Et ces mesures d'atténuation, elles doivent être raisonnables. Donc, si on constate que sur une plateforme, on a des personnes qui se font harceler de manière massive, eh bien, il va falloir prendre une mesure d'atténuation raisonnable, proportionnée, efficace et adaptée. Et là, en fait, on va influencer en fait, toutes les choses qu'on a analysées, donc comment les algorithmes recommandent les contenus, comment les processus de modération sont mis en place, etc. Petit sondage. Voilà, on vient de regarder quelques-unes des dispositions. Est-ce que vous pensez que les nouvelles dispositions permettent d'endiguer les principaux risques actuellement présents sur les plateformes? Et là, vous avez cette fois-ci 4 réponses. Je pense qu'on a encore beaucoup de votes en attente. Non, je vais partager les réponses. Alors, massivement, vous pensez que les dispositions ne permettent pas d'endiguer les problèmes parce que les obligations restent principalement sous le contrôle des services. Alors, pourquoi pas? Il y a aussi en 21%, moi j'essaye d'être un peu plus positive, mais vous avez une approche de terrain qui est sans doute plus réaliste. Moi, je pense que ces dispositions viennent juste d'être adoptées. Et je pense qu'en réalité, là où ça sera vraiment crucial, et je pense que là, on se rejoint très fort, c'est qu'il va falloir demander des comptes à ces plateformes. Et donc, c'est pour ça que le travail de Vox Public est particulièrement important à ce titre. Alors, comment est-ce qu'on devient signaleur de confiance? Donc, la procédure, elle est indiquée dans l'article. Il me semble que c'est l'article 22. Très concrètement, en fait, le signaleur de confiance, c'est une entité qui a une expertise particulière et en fait, il va faire une demande auprès du coordinateur national des services numériques
Donc là, ça va être l'ARCOM, qui va analyser et vérifier la compétence de l'autorité, la compétence de l'entité, son indépendance. Et en fait, l'idée des signaleurs de confiance, c'est qu'il n'y en ait pas trop. Donc là, l'ARCOM va commencer une première, dès qu'ils seront officiellement désignés, ils vont commencer une première désignation. Et donc, derrière, on va avoir les premiers signaleurs de confiance. Et comme je vous le dirai un petit peu plus tard, pourquoi c'est important que les associations qui traitent des discriminations, de la haine, du harcèlement en ligne s'avancent comme signaleurs de confiance, c'est que on voit aujourd'hui que ceux qui sont très intéressés pour devenir signaleurs de confiance, c'est plutôt des détenteurs de marques pour justement protéger leur marque sur les places de marché. Et en fait, bon, c'est un point existant dans le DSA, mais ce n'est pas le point central du DSA. Le point central du DSA, c'était effectivement de mieux d'avoir un environnement en ligne plus sûr. Et alors, ce qu'il faut aussi avoir en tête pour répondre à la question de Thomas, c'est que les plateformes avaient des programmes existants avant le DSA, où ils avaient des trusted flaggers ou des signaleurs, où il y avait chaque entité avait son propre petit nom. Et ces programmes peuvent continuer d'exister. Et là, c'est effectivement une relation très bilatérale entre la plateforme et une entité. Et il n'y a pas une obligation légale qui est liée à ça. Alors que dans le nouveau statut qui est créé par le DSA, on a effectivement une autorité tierce, l'ARCOM, le coordinateur au service numérique, qui va désigner ces signaleurs qui vont avoir un rôle plus important, ouais, très important dans le signalement des contenus. Moi, je l'expliquerais d'un point de vue financier et puis d'un point de vue, en fait, pourquoi financier? C'est que très concrètement, les défenseurs du droit d'auteur ont depuis très longtemps réussi à très bien s'organiser pour défendre leurs intérêts. Et donc, ils ont des mécanismes d'action très bien rodés. Et donc, en conséquence, ils savent détecter là où sont les contenus, ils savent faire remonter et il y a vraiment une pression très forte parce qu'on sait, enfin la plateforme sait que le défenseur du droit d'auteur va agir derrière. Donc en fait, il y a vraiment une pression économique alors qu'un contenu viral manifestement haineux, ce qu'on se rend compte, c'est même, et ça m'attriste énormément de le dire, mais ce qu'on se rend compte, c'est que ces contenus-là vont en fait rapporter de l'argent à la plateforme. Et derrière, on ne va pas avoir une entité qui est très bien structurée, qui est très organisée pour justement agir derrière. Et autre point qui est très, très problématique, c'est qu'en fait, un contenu viral, il a de l'impact pendant 24 heures. Et même si on fait de la désinformation derrière, en fait, c'est trop tard. Donc, il y a vraiment cette difficulté entre la viralité versus le temps de l'information correcte qui est très compliqué. Mais je ne pense pas qu'il y ait de difficultés techniques, parce que la question était qu'est-ce qui explique techniquement? C'est juste une volonté de la plateforme de regarder plus précisément certaines choses. Alors, et ça, c'est toute une partie qui est assez compliquée parce que c'est un mécanisme assez complexe qui a été mis en place par le DSA sur qui contrôle qui. En gros, on a les coordinateurs nationaux, donc les coordinateurs de chaque État qui vont avoir une compétence pour tous les services qui sont sur leur État. On va avoir les coordinateurs nationaux d'établissement, donc qui sont des coordinateurs nationaux d'un État, qui, eux, vont avoir compétence pour tous les services qui sont sur leur territoire, mais aussi
vis-à-vis d'utilisateurs qui sont dans d'autres pays. Donc, par exemple, Facebook, qui a son établissement en Irlande, vous ne pourrez pas aller devant l'Arcom pour faire des plaintes contre l'activité de Facebook. Bon, Facebook, c'est un mauvais exemple. Parce que c'est une très grande plateforme. Donc là, il y a encore un autre système. Mais donc, je ne sais pas, par exemple, Snapchat, je pense qu'ils sont aussi en Irlande. Ils ne sont pas très grandes plateformes. Vous ne pourrez pas aller devant l'Arcom, vous ne pourrez pas aller devant le coordinateur français. Vous pourrez aller devant le coordinateur irlandais qui travaillera avec le coordinateur français pour mener l'enquête. Donc ça fait les coordinateurs nationaux d'un côté. Et de l'autre côté, on a la Commission européenne qui a une compétence exclusive à l'égard de tous les très grands services et de tous les très grands moteurs de recherche. Et c'est elle seule qui peut conduire les enquêtes. Et c'est ce qu'on a vu. Thierry Breton a annoncé beaucoup d'enquêtes ces derniers temps. Il y en a 2 contre TikTok, il y en a une contre X. Et donc, c'est effectivement pour cette raison-là que la commission agit. Et derrière, on a aussi un autre acteur qui est le comité des coordinateurs, qui regroupe tous les coordinateurs des États membres, plus la commission, qui vise un peu à uniformiser les pratiques entre ces différentes autorités de régulation. Mais en fait, la grosse difficulté qu'on a dans la mise en œuvre de ce droit, c'est qu'il y a un petit peu un caractère discrétionnaire dans les enquêtes qui vont être choisies, qu'on connaît déjà du droit du numérique, par exemple en protection des données. On sait que la CNIL choisit les plaintes et sélectionne les plaintes et décide, elle, contre qui elle veut agir. Et donc ça, c'est un petit peu une difficulté. Le DSA n'impose pas un temps, contrairement à ce qui existe dans d'autres législations. Par exemple, en Allemagne, il y avait la NetzDG ou la loi Avia, par exemple, ils imposaient des temps pour retirer les contenus. Le DSA dit qu'il faut agir promptement. Alors, qu'est-ce que veut dire promptement? Juridiquement, on ne sait pas très bien, donc il y a cette difficulté. Mais donc, il faut agir rapidement. Et ça, en fait, c'est un petit peu de l'appréciation au cas par cas. Mais parfois, rapidement, même si on agit dans les quelques minutes qui suivent, c'est en fait déjà trop tard pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure de viralité liée à certains contenus avec une propagation qui se retrouve dans d'autres endroits. Première chose, un règlement s'applique directement dans tous les États membres. Il n'y a pas besoin de mesures de transposition spécifiques pour pouvoir appliquer les règles du DSA. Ceci étant dit, il y a quand même quelques marges de manœuvre qui existent et puis le besoin de désigner les autorités nationales qui vont être chargées de mettre en œuvre ce texte. Et donc, en France, on a le projet de loi SREN pour sécuriser et réguler l'espace numérique, qui a été adopté puis déraillé parce qu'en fait, pour tout un tas de raisons. Et là, il a été finalement adopté et il passe en ce moment, enfin, il vient d'être envoyé au Conseil constitutionnel. Donc, on devrait avoir un texte final très prochainement. Et dans ce texte, on a l'Arcom qui est désigné comme le coordinateur national des services numériques. On va parler des droits des utilisateurs et des utilisatrices. Alors, évidemment, puisque les règles du droit commun s'appliquent, on va pouvoir avoir les droits du droit commun qui vont être garantis. Donc, tout ce qui est reconnu par le code pénal, le droit de la non-discrimination, le droit du travail, protection des données, tout ça va continuer de s'appliquer en ligne. Quelques remarques. Je l'ai déjà dit, mais il y a certaines modalités d'exercice des droits qui ne sont pas toujours adaptées aux victimes. Par exemple, porter plainte, c'est compliqué. Vous le savez sans doute beaucoup mieux que moi, mais parfois il y a des refus de prendre les plaintes. Il y a le problème de l'opportunité des poursuites avec l'obligation en fait de se constituer partie civile si on veut effectivement qu'il y ait un suivi. Et autre élément, comme je le disais tout à l'heure, il y a une potentielle disproportion entre l'atteinte et la procédure. Parce que, comme je disais, l'atteinte est parfois juste instantanée et la procédure va prendre très très longtemps. Et donc ça fait qu'on a très peu de contentieux et très peu de jurisprudence antérieure. Quand on discute avec les avocats qui se spécialisent sur ces questions, en fait, ils sont un petit peu perdus dans l'interprétation, enfin perdus, c'est un bien grand mot, mais
désarçonné dans l'interprétation de ces dispositions parce qu'en fait, très concrètement, on n'a pas beaucoup de contentieux, on n'a pas beaucoup d'expérience, donc on ne sait pas exactement comment les juges vont interpréter. C'est pour cette raison que le DSA a reconnu certains droits aux utilisateurs. Pour autant, il faut garder en tête plusieurs constats. Le premier constat, c'est que le DSA, contrairement au RGPD, qui avait vraiment la volonté de protéger les personnes et de permettre la libre circulation des données, deux objectifs, le DSA, il a un objectif, c'est marché intérieur, services numériques. Donc en fait, face à cet objectif-là, on n'a pas beaucoup de droits qui sont reconnus aux utilisateurs. On a beaucoup d'obligations, mais on n'a pas beaucoup de droits. Et le troisième constat, c'est que la mise en œuvre des droits n'est pas toujours très claire. On ne sait pas exactement l'amplitude exacte, la capacité du droit et comment est-ce qu'on doit le mettre en place, vers qui on doit aller. Ce n'est pas toujours excessivement clair. Pour autant, on a un quatrième constat qui est un petit peu plus porteur d'espoir, c'est que des droits plus collectifs viennent pondérer cette apparente lacune du DSA. Alors, quels sont les droits des utilisateurs et des utilisatrices dans le DSA? On a ces droits individuels en lien avec l'introduction de la réclamation. Par exemple, si une plateforme retire votre contenu ou démonétise votre contenu, vous allez pouvoir faire une réclamation. C'est vraiment le degré zéro du droit, j'ai un petit peu envie de dire. Mais voilà, ça, c'est une possibilité. Pareil pour les comptes et contenus, voilà, il y a une possibilité de faire une réclamation. On a aussi le droit de choisir l'ordre du système de recommandation. Est-ce qu'on veut de la recommandation qui est basée sur nos préférences ou de la recommandation chronologique, une option qui ne repose pas sur le profilage. Donc là, il y a des droits un petit peu plus spécifiques en lien avec les algorithmes. On a également la possibilité d'introduire des plaintes devant les coordinateurs des services numériques et les organes de règlement extrajudiciaires et le droit de recevoir une indemnisation en cas de violation du règlement qui créerait un dommage. Il y a d'autres droits, mais voilà, je voulais vous faire une petite liste. Mais en fait, quand on regarde ça, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Et contrairement à, par exemple, au RGPD, où on a le droit d'accès, le droit de rectification, et beaucoup de choses qui permettent aux personnes de vraiment être acteurs, ici, on n'a pas grand-chose. Mais pour autant, et c'est là où il y a peut-être un peu d'espoir, c'est qu'on a des droits que j'appelle collectifs, pas au sens juridique, mais plus au sens philosophique. Le DSA, il a une spécificité importante. Par rapport aux autres textes, il sort d'une logique traditionnelle binaire entre régulateur et régulé. Là, on rentre dans une nouvelle logique avec de nombreuses tierces personnes qui peuvent venir aider le régulateur dans son travail. Et qui sont ces personnes? On a le public en général, les associations, les experts, les signaleurs de confiance, les chercheurs, les auditeurs. Il y a vraiment beaucoup de tierces personnes qui peuvent apporter un éclairage ou une expertise et aider à une meilleure mise en œuvre du DSA. Alors, Erika mentionnait tout à l'heure que j'avais écrit un rapport. Ça, c'est deux tableaux qui sont issus de ce rapport ce rapport, en fait, il analyse la place de la société civile dans la mise en œuvre du DSA, particulièrement auprès de la Commission européenne. Et vous voyez, j'ai créé ces deux tableaux qui permettent de voir les références explicites à la place des associations dans les différents stades de la mise en place du DSA et les références implicites. Et vous voyez, il y en a quand même beaucoup. Et donc, c'est vraiment assez nouveau pour un texte d'avoir autant de tiers qui peuvent avoir un rôle dans la mise en place du texte. Alors, on va revenir un petit peu sur pourquoi devenir signaleur de confiance. Comme je le disais tout à l'heure, c'est effectivement une opportunité qui est prévue par l'article 22 du DSA. Et pourquoi, en fait, moi, j'encourage, surtout quand j'ai lu les descriptions, certaines de vos associations à candidater auprès de l'ARCOM pour devenir signaleur de confiance, pour la bonne et simple raison que vous avez une expertise. Vous savez l'impact, vous savez identifier des contenus. Et donc, il est, à mon sens, très important que les associations qui ont cette expertise puissent
la mettre au service d'un assainissement des plateformes. Et aussi, comme je le disais dans ma réponse, je voudrais qu'on essaye de ne pas laisser les détenteurs de marques s'accaparer cet instrument pour leurs propres bénéfices, comme il y avait une question qui le soulevait, pourquoi les vidéos de contenu de foot sont retirées tout de suite alors que les contenus haineux sont laissés. Eh bien, en fait, utilisons cet instrument pour éviter justement cette dérive. Et aussi, l'idée, ça serait de participer à faire appliquer les mesures du DSA et faire remonter au coordinateur national les dysfonctionnements du système. Parce que pour les signaleurs de confiance qui étaient dans des relations plus informelles, dans les programmes qui avaient été mis en place par les plateformes, il arrivait souvent qu'ils disaient, en fait, on fait remonter des choses, mais la première fois où on le fait remonter, ça n'a pas d'impact. Il faut le faire 2 ou 3 fois, répéter, redemander les signalements. Et donc ça, c'est important aussi que le coordinateur des services sache quand les plateformes ne respectent pas leurs obligations. Ensuite, je me suis posé la question de savoir si dans le DSA, on pouvait avoir vraiment une opportunité pour des process stratégiques. Alors, il y a une disposition, qui est l'article 86, qui permet à une entité de représenter les destinataires des services et défendre leurs droits. Mais en fait, cette opportunité, elle est un petit peu restreinte naturellement par le fait que les droits qui sont reconnus dans le DSA sont finalement assez peu nombreux et assez peu étendus. Donc, en pratique, ça sera assez peu, à mon avis, opportun pour une association d'investir beaucoup d'énergie sur ce point. En revanche, il y a toujours les actions de groupe qui existent en droit français, notamment en droit de la consommation ou en données à caractère personnel, et aussi ceux qui sont reconnus dans la directive 2020-1828. Et enfin, troisième point, l'analyse des rapports de transparence. Comme je vous le disais, les rapports de transparence contiennent énormément d'informations ou peuvent contenir énormément d'informations. Et pourquoi on a besoin d'analyse de ces rapports de transparence, c'est que si on laisse les plateformes continuer de publier ces rapports comme elles le souhaitent, on va avoir des rapports qui ne vont pas être très utiles. Alors que si on analyse ces rapports, qu'on essaye de les comparer, qu'on voit qu'il y a des divergences, des disparités, que certaines plateformes sont plus transparentes que d'autres, eh bien, en fait, on va pouvoir demander d'avoir un standard plus élevé dans cette transparence. Et j'ai vu aussi qu'il y avait une question dans le chat par rapport au rapport de transparence. Où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve en fait sur le site des plateformes chaque plateforme met sur une page le rapport de transparence. Donc, rien que ça, c'est déjà un petit peu... voilà, il n'y a pas de centralisation. Et petite information supplémentaire, c'est que pourquoi c'est vraiment important qu'on analyse ces rapports de transparence, c'est que la commission, elle doit préparer un acte délégué. Alors, un acte délégué, qu'est-ce que c'est? C'est, en termes simples, c'est l'idée que c'est un document qui permet de spécifier, de préciser les obligations qui sont prévues par le texte. Elle doit donc préparer un acte délégué précisément sur les rapports de transparence. Et donc, si on regarde collectivement ces rapports de transparence, on a la possibilité d'influencer cet acte et donc d'influencer ce qui sera effectivement demandé d'être présent dans les rapports de transparence. Et enfin, je vais terminer avec ce dernier droit collectif, c'est la place très particulière des chercheurs dans le DSA. Alors, peut-être certains d'entre vous sont familiers avec cette disposition, c'est l'article 40 qui reconnaît la possibilité à 2 types de chercheurs d'accéder à des données. On a donc 2 types de chercheurs, on a les chercheurs agréés et les chercheurs, entre guillemets, normaux, qui peuvent être des chercheurs qui travaillent au sein d'associations. Et cet article reconnaît le droit d'accéder aux données de très grands services afin de contrôler leur conformité aux principes d'évaluation et d'atténuation des risques. Donc, les 2 principes qu'on a vus tout à l'heure, sur le fait que les grandes plateformes et les grands moteurs de recherche doivent analyser, évaluer leurs risques systémiques et atténuer ces risques systémiques, eh bien, en fait, on va avoir des contrôleurs
chercheurs qui vont pouvoir vérifier que les plateformes font correctement leur travail. Comment est-ce que les chercheurs peuvent accéder aux données? Donc, pour les chercheurs agréés, c'est le paragraphe 4 de l'article 40 qui s'applique. Ils doivent donc avoir un projet de recherche qui est lié à l'évaluation ou l'atténuation des risques systémiques, mais ils ne vont pas avoir de limite sur les données auxquelles ils peuvent accéder. Ils vont donc pouvoir demander des données qui sont cachées, protégées, qui sont secrètes, et ils vont pouvoir avoir accès à ces informations parce que justement, ils ont été agréés. Les plateformes doivent donner accès à ces données dans un délai dit raisonnable. Donc là encore, c'est les termes juridiques où on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça veut dire, mais ça doit être raisonnable, donc assez bref. La première demande d'accès a été lancée par Algorithm Watch et AI Forensic dès le 15 février, donc dès le 17 février, dès l'entrée en application du DSA. Et ensuite, l'accès aux données pour tous les chercheurs. Donc, vous n'avez peut-être pas forcément des chercheurs agréés dans votre entourage, mais si vous avez des chercheurs dans votre association, eux aussi ont des droits. Ils peuvent donc accéder aux données via le service, donc via la plateforme. Ils peuvent demander l'accès aux données et ces données, elles doivent être publiquement accessibles sur l'interface en ligne. Donc, c'est beaucoup moins étendu que celles qui sont potentiellement accessibles pour les chercheurs agréés, mais ça reste quand même sur des modèles de plateforme où tout est accessible publiquement, ça reste quand même assez intéressant. Et ici encore, on a un accès qui doit être donné sans retard injustifié. Alors, petit sondage à nouveau, et ça sera notre dernier. Pensez-vous que votre organisation ou vous-même serez amené à utiliser ces droits? Bon, on a quand même des réponses positives, au moins quelques-unes. Il y a quelques personnes qui ont été convaincues qu'il y a un potentiel apport. Alors, très brève conclusion. Le DSA, quels apports? Donc, on a donc le DSA, c'est du nouveau sur de l'ancien. On avait un régime de responsabilité allégé pour les services intermédiaires avec des dérives constatées qui sont liées au modèle économique des plateformes. Et après, on a la préservation de ce régime avec l'ajout de nombreuses obligations de diligence supplémentaires. On a ensuite le DSA comme source d'espoir. Pourquoi source d'espoir? Moi, j'essaye d'être positive. On a cette transparence accrue qui peut apporter des choses intéressantes. On a potentiellement, et il va falloir vraiment s'assurer que c'est le cas, mais on a une meilleure protection contre les risques systémiques. On a une meilleure protection des utilisateurs, en tout cas, au moins, on a une meilleure transparence sur la démonétisation, la protection des mineurs. Et aussi, pourquoi j'ai de l'espoir, c'est que on a un rôle central de la société civile. Et c'est là où je pense que c'est particulièrement important que des associations et des personnes s'intéressent à ces sujets parce qu'il y a vraiment une porte ouverte à la société civile. Et enfin, quelle réalité pour le DSA? On a effectivement peu de droits qui sont reconnus aux utilisateurs et utilisatrices, mais on a de l'autre côté une implication essentielle de toutes les parties prenantes. Et enfin, dernier point, pour que le DSA puisse être utile, il sera nécessaire de surveiller la réalité de la mise en œuvre de ces dispositions et de s'assurer que ce n'est pas uniquement un effet d'annonce politique, parce que vraiment, on a besoin d'assainir nos plateformes, on a besoin de lutter juridiquement et comme société face à toutes les dérives qu'on a pu constater. Il n'est pas prévu que les signaleurs de confiance reçoivent une rémunération pour leur travail. Moi, je fais clairement partie de ces chercheurs qui ont tendance à dire qu'il faut aider les associations qui aident les plateformes, parce que les plateformes devraient le faire, mais comme elles ne le font pas, il faut des tierces qui font ce travail, donc elles font des économies. Il y a une taxe, entre guillemets, qui a été créée
pour les très grandes plateformes qui est payée à la commission. Mhm. Et moi, dans mon rapport, une de mes recommandations, c'est de dire que cette taxe doit aussi servir à financer des associations qui s'impliquent et qui travaillent en fait avec la commission pour assainir ces plateformes, pour lutter contre ces problèmes. Pour l'instant, la commission n'a pas l'air de vouloir partager son gâteau, Mhm. mais peut-être qu'à force d'entendre différentes personnes le dire, on pourrait espérer. Pour, Alors, eux, les signaleurs, en fait, ils peuvent signaler ou pas, entre guillemets. Donc, on ne va pas leur mettre à charge des obligations très importantes. S'ils font beaucoup de signalements qui sont absolument inopportuns, ils peuvent perdre leur statut. Mais on ne va pas leur reprocher de ne pas avoir signalé certains contenus euh, pour la bonne et simple raison que tout simplement, ils ne l'ont peut-être pas vu. C'est peut-être des équipes qui ne sont pas très nombreuses et il y a peut-être un moment où ils partent en vacances. Enfin, il y a des règles un peu basiques et donc il n'y a pas d'obligation très spécifique là-dessus. Toute la difficulté qu'on a avec non seulement le fait de repartager le contenu sur la même plateforme, mais aussi de le partager sur une autre plateforme. Et ça, en fait, c'est deux difficultés. Il y a, en fait, juridiquement, on pourrait tenter d'argumenter qu'à partir du moment où un certain contenu a été déclaré illicite, on va devoir supprimer tous les contenus qui sont les mêmes. Et donc, il y a des méthodes, des méthodes d'analyse des données où, en fait, on voit certains codes des données qui permettent de savoir, en fait, que c'est le même contenu qui a été recoupé, qui a été un peu modifié, mais en fait, c'est le même contenu qui est repartagé. Donc là, potentiellement, on pourrait dire, vous aviez connaissance du contenu et vous l'avez pas retiré. Mais on n'est pas sur une obligation aussi explicite que la question le fait. Et en fait, on a très concrètement, on est aux prémices de l'application concrète de ces obligations de diligence. En fait, la question porte plutôt sur ce qui existait avant. Et on voit bien que ce qui existait avant ne fonctionnait pas très bien. Donc, surtout, ce qu'il va falloir faire, c'est bien mieux maîtriser les algorithmes de recommandation pour s'assurer que ces contenus-là ne puissent pas être rediffusés derrière. J'ai beaucoup parlé de contenu illicite, mais en fait, en pratique, et ce chiffre, moi, m'avait énormément surprise quand je l'ai découvert, c'est que 99% des contenus qui sont retirés sur les plateformes le sont non pas sur le fondement de l'illicéité, mais ils le sont sur le fondement de la contrariété aux conditions générales d'utilisation du service. Mhm. Et donc, en fait, les plateformes, pour pas avoir à rentrer dans le débat est-ce que c'est licite ou est-ce que c'est pas licite, elles utilisent leur CGU, leurs conditions générales d'utilisation, pour supprimer les contenus et avoir un petit peu plus d'autonomie et de flexibilité. Mhm. Donc les deux rentrent, mais évidemment, il y a une obligation légale de supprimer les contenus illicites et derrière, il y a une obligation contractuelle pour la plateforme de supprimer les contenus contraires au contrat, à ses conditions d'utilisation.